Je vous ai parlé lors de ma vidéo de la semaine dernière de la popularité grandissante de la catégorie groupe C dans le championnat du monde des voitures de sport, l'ancêtre du championnat du monde d'endurance dans les années 80. Et la FIA, s'est tiré une belle balle dans le pied puisque pour les années 90, elle a décrété que les voitures du groupe C devaient maintenant avoir des moteurs atmosphériques 3,5 litres proches de ceux de la Formule 1. Du coup, proche de ceux de la Formule 1, ça veut donc dire aussi avec les coûts qui augmentent en conséquence. Et du coup, ce qui était à un moment donné quand même la deuxième plus grosse catégorie de sport auto suivi au monde derrière la Formule 1, est très vite décédé, mais pas sans nous avoir donné quelques belles éditions des 24 heures du Mans pour débuter la DCI des années 90. Avec un changement de taille, puisque pour la première fois dès 90 donc, le circuit des 24 heures du Mans accueille 2 chicanes dans la ligne droite des Hunaudières, parce que la FIA a mis en place un nouveau règlement indiquant qu'aucun circuit ne pouvait avoir une ligne droite de plus de 2 km. En 1990, Jaguar s'impose une nouvelle fois, avant la victoire en 1991 d'une voiture japonaise, mais pas n'importe quelle voiture japonaise, puisque Mazda s'impose avec peut-être le plus beau son de l'histoire des 24 heures du Mans. Écoutez. Alors comme je vous disais, le groupe C s'est un petit peu tiré une balle dans le pied. Et en fait, les victoires de 90 et de 91 l'ont été avec des voitures de l'ancien groupe C qui étaient encore autorisées à participer parce que très peu de constructeurs étaient rentrés dans cette nouvelle formule 3,5 litres. Mais parmi ces constructeurs, on retrouvait Peugeot avec la 905. Et après des débuts compliqués en 91, Peugeot va dominer l'épreuve en 92 et même en 93, où ils vont signer un triplé absolument historique, dont on fête cette année évidemment les 30 ans. Les succès de Peugeot Talbot Sport, comme on l'appelait à l'époque aux 24 heures du Mans, viennent compléter en fait une belle petite panoplie dans l'histoire du sport auto, puisqu'ils avaient remporté déjà les 500 miles d'Indianapolis dans les années 1910, mais également bon nombre de succès et de titres en WRC, et également sur le Dakar. Et en plus, du point de vue strict des 24 heures du Mans, c'est la première victoire pour une voiture française depuis 1980, et Jean Rondeau vous en parlait la semaine dernière. Après ce triplé retentissant en 1993, Peugeot se retire et va plutôt aller tenter sa chance du côté de la Formule 1, avec beaucoup moins de succès. D'ailleurs, j'y pense, mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur l'épopée Peugeot en Formule 1, mettez-moi un petit commentaire. Fin 93, c'est donc la fin de la réglementation groupe C, elle est morte et enterrée, et au Mans, on va plutôt voir des voitures de la catégorie LMP, c'est-à-dire le Mans prototype, qui vont se battre contre des LMGT, même si en fait les GT, on peut pas vraiment dire, le LMGT1 de l'époque, que c'était complètement des GT à la fin de cette ère-là, c'était quasiment des prototypes déguisés. McLaren remportera l'épreuve en 1995 avec sa mythique McLaren F1, mais c'est vraiment les épreuves de 97 à 99 qui rentreront dans les mémoires. L'épreuve de 99 sera d'ailleurs nommée l'épreuve du siècle, comme cette année finalement, mais on n'est pas dans le même siècle, donc ça est totalement valide, parce qu'en fait il y avait énormément de constructeurs engagés dans les deux catégories reines. Après 3 victoires de Porsche, donc de 96 à 98, la suprématie de la marque de Stuttgart est mise à mal, notamment par d'autres constructeurs allemands. Mais si je vous parle des 24 heures du Mans 1999, et si vous en parlez à n'importe qui s'y connaît un petit peu, on va pas forcément vous parler de la très belle victoire de BMW avec la très belle BMW V12 LMR, ou les performances des Toyota GT1 qui auraient peut-être mérité d'accrocher une première victoire pour le constructeur japonais au Mans. Non, on va vous parler de Mercedes. À la fin des années 90, Mercedes revient vraiment de manière officielle en sport auto et surtout aux 24 heures du Mans après le drame de 1955. Il y avait eu une incursion avec le programme Sauber Mercedes de la fin des années 80, avec notamment une victoire, mais là c'est vraiment Mercedes qui revient, et en 99, ils veulent gagner le Mans de nouveau, et ils viennent avec 3 magnifiques Mercedes CLR. Et ces voitures, vous le voyez, ce sont des voitures vraiment conçues pour avoir le moins de traînées possible et aller extrêmement vite dans la ligne droite des Hunaudières. Le problème, c'est qu'après plusieurs mois d'essais sur des pistes relativement planes, en fait, ça ne préparait pas vraiment la voiture aux exigences des 24 heures du Mans avec une ligne droite des Hunaudières extrêmement bosselée. Et en plus, les voitures ne vont pas très vite en ligne droite finalement dès les essais préliminaires, donc on décide d'enlever un tout petit peu d'aileron à l'arrière, d'assouplir les suspensions arrière, de faire vraiment tout ce qui est possible pour que cette voiture traverse l'air de manière plus efficace, et il gagne donc en vitesse de pointe. Et dès les essais, Mark Webber, oui, le Mark Webber vainqueur en Formule 1, va s'envoler littéralement avec sa Mercedes CLR. Il suivait une Audi en fait et il a commencé à se retourner en arrivant dans la courbe d'Indianapolis. Heureusement, il est retombé plus ou moins sur ses roues, il a réussi à plutôt bien se débrouiller. Problème, personne n'a vu cette sortie de piste à part Mark Webber qui était dans la voiture et le pilote de la voiture devant lui. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de couverture télé véritablement évidemment des essais et aucun photographe n'était présent à cet endroit-là. Donc Webber rentre au stand et il vient dire à son équipe, les gars c'est terrible, mais je me suis retourné. Les ingénieurs ont vu qu'il y avait un truc étonnant sur la télémétrie, mais ils n'ont pas cru Mark Webber, ils ont dit que c'était impossible qu'il se soit retourné dans la ligne droite des Hunaudières. Problème, c'était le cas,
Et le pilote de l'Audi devant dira même qu'il a aperçu dans ses rétros bien le dessous de la voiture de Mark Webber, ce qui n'est pas en général quelque chose que vous aimez voir ou que vous avez l'habitude de voir dans vos rétroviseurs. Et du coup, bon, Mercedes va faire quelques petits ajustements, mais voilà, vraiment à la marge, puisqu'il ne croit pas que Webber s'est retourné. Et lors du warm-up, dernière séance d'essai avant les 24 heures du Mans, Mark Webber se retourne de nouveau, cette fois-ci en arrivant au niveau du virage de Mulsanne, avec l'impressionnante bosse de Mulsanne juste avant. Et là, il n'y a pas moyen de se cacher, puisqu'on a l'image précise de Mark Webber retourné sur le toit en arrivant dans le virage de Mulsanne, et on sait très bien qu'il l'a fait tout seul, ce coup-là. Hein. Les Mercedes ont donc un problème de stabilité à haute vitesse, et les quelques modifications qu'ils font sur la voiture ne semblent pas porter leurs fruits. Mercedes va retirer logiquement la voiture numéro 4, pilotée par Mark Webber, Jean-Marc Gounon et Marcel Thimann, mais ils la retirent juste parce qu'ils n'ont pas moyen de la réparer avant le départ de la course. La numéro 5 et la numéro 6 restent en piste pour les 24 heures. Si les premières heures se passent plutôt bien, malheureusement, un peu avant 21h, c'est le coup de théâtre, le coup de massue, puisque là, en mondiovision, tout le monde voit Peter Dumbrake dans la Mercedes numéro 5 s'envoler et partir vers ce qu'on croyait tout simplement la forêt dans les Lunaudière. Fort heureusement, il atterrit dans une espèce de petite clairière qui a été justement déboisée. Il n'y a plus vraiment d'arbres à cet endroit-là, donc heureusement il ne peut pas aller taper les arbres, parce que Mark Webber disait dans son autobiographie que ce qui l'embêtait au moment où il s'envole, c'est qu'il sait que le pare-brise est extrêmement fin et qu'il n'a aucun moyen de survivre en fait s'il percute un arbre. Donc on avait très peur à ce moment-là, et l'image glace le sang, et cette fois-ci chez Mercedes, ils ne peuvent pas le nier, la voiture s'est envolée toute seule. Les images laissent donc craindre le pire, mais heureusement Peter Dumbrake sort totalement indemne de cette incroyable cabriole. Par contre, la Mercedes n'a pas eu d'autre choix que de retirer immédiatement la voiture numéro 6. Ils sont partis, et le patron de la marque à l'époque a dit qu'il ne voulait plus jamais mettre les pieds aux 24 heures du Mans, un fiasco monumental qui vient clôturer une des années 90 qui étaient des années coup-ci coup-ça pour les 24 heures du Mans, mais finalement se sont terminées avec une incroyable édition 1999. On verra que les années 2000 seront là aussi marquées comme tant d'autres années précédemment par une marque allemande, mais pas que. Il y aura aussi un petit peu de France dans la vidéo de la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là, on se retrouve la semaine prochaine justement. Ciao ciao.